Le monde perdu, chapitre 4. La plus grande chose qui soit au monde. Il l'avait à peine refermé que Mistress Challenger s'élançait avec fureur de la salle à manger et campait devant son mari, lui barrait le chemin, tel un jeune coq à un bouledogue. Je compris qu'elle m'avait vu sortir, mais non point rentrer. « Brute que vous êtes, Georges !» cria-t-elle. « Vous avez blessé ce beau jeune homme !» Il l'écarta d'un simple geste du pouce. « Le voici en parfaite santé derrière moi. » Alors, justement confuse, « Oh, excusez-moi, je ne vous voyais pas, dit-elle. Je vous assure qu'il n'y a pas de quoi vous troubler, madame. Mais il vous a marqué au visage. Oui, Georges, vous êtes une brute. Pas un jour de la semaine qui n'est avec vous son esclandre. Vous ne cessez pas de provoquer la dérision et la haine. Vous avez usé ma patience. Je me sens à bout. Lavage de linge sale, grommela-t-il. Sur la voie publique, répliqua-t-elle. Doutez-vous que toute la rue, autant en dire tout Londres. Laissez-nous, Austin. Nous n'avons nul besoin de vous ici. Doutez-vous que tout le monde n'en fasse des gorges chaudes? Et votre dignité, y songez-vous? Vous qui devriez professer dans une grande université royale, entourée du respect de 1000 étudiants, songez-vous à votre dignité, Georges? Et vous, à la vôtre, ma chère? L'épreuve excède mes forces, toujours à brailler, toujours à quereller. Jessie! Toujours à faire le matamor. Allons, cela suffit, trancha-t-il, en pénitence, sur la sellette. Il se pencha, cueillit la petite dame et s'en fut, à ma profonde stupeur, l'asseoir dans un coin du hall sur un socle de marbre blanc, haut de 7 pieds pour le moins, et si étroit qu'elle y tenait à peine en équilibre. Rien de plus absurde que le spectacle qu'elle offrait ainsi exposé, le visage convulsé de colère, les pieds pendants, le corps raidi par la crainte d'une chute. « Descendez-moi » geignait-elle. « Dites, je vous en prie. »« Brute que vous êtes, Georges, descendez-moi tout de suite !»« Entrez dans mon cabinet, monsieur Malone. »« Vraiment, monsieur ?» implorai-je, regardant la dame. « Monsieur Malone plaide pour vous. Dites, je vous prie, et je vous remets à terre. »« Brute ! Je vous prie, je vous prie !» Et il la descendit comme il eût fait d'un oiseau. « Vous devriez savoir, vous contenir, ma chère. Monsieur Malone est journaliste. Il ne manquera pas de raconter cela demain dans son chiffon, et l'on en vendra bien 12 numéros de plus dans le quartier. Titre, une scène chez les gens du monde. Sous-titre, coup d'œil sur un singulier ménage. Car il est, ce monsieur Malone, de l'espèce d'hommes qui vivent de détritus et d'immondices. Porcus est grege diaboli. Un porc du troupeau du diable. Pas vrai, hein, monsieur Malone? Vous êtes intolérable, protestai-je. Il beugla de rire. Et pourtant nous allons, pas plus tard que tout de suite, conclure une alliance. Il regarda sa femme, me regarda, et changeant de ton. Oh, excusez ce badinage de famille, monsieur Malone. Je vous ai rappelé pour un motif plus sérieux que de vous mêler à nos plaisanteries domestiques. Vous, la petite dame, filez vite, et ne vous faites pas de mauvais sang. Il posa ses 2 larges mains sur les épaules de sa femme. Vous parlez comme la sagesse. Je voudrais mieux que je ne vaux si je vous écoutais, mais je ne serais pas tout à fait George Edward Challenger. Ma chère, il y a des tas de gens qui valent mieux que moi, mais il n'y a au monde qu'un seul George Edward Challenger. À vous d'en tirer tout le parti possible. Et sans autre avis, il lui donna un baiser sonore qui me gêna plus que ses violences. À présent, monsieur Malone, reprit-il avec une soudaine hauteur, par ici, je vous prie. Nous rentrâmes dans la chambre que 10 minutes plus tôt nous avions si tumultueusement quittée. Il referma la porte avec soin, m'avança un fauteuil et me poussa sous le nez une boîte de cigares. De vrai San Juan de Colorado, dit-il. C'est surtout aux gens excitables que conviennent les narcotiques. Ne mordez pas le bout, sapristi. Coupez, coupez avec respect. Et mettez-vous à votre aise, là, dans ce fauteuil. Quoi que j'ai à dire, prêtez-moi les 2 oreilles. Quoi que vous pensiez, gardez pour plus tard vos réflexions. Si je vous ai ramené chez moi après vous en avoir à bon droit expulsé. Il tendit sa barbe d'un air qui, tout ensemble, appelait et défiait la contradiction. Après, dis-je, vous en avoir à bon droit expulsé, cherchez-en la cause dans la réponse que vous avez faite au policeman. J'y ai cru voir luire des sentiments que je n'eusse pas attendus d'un journaliste.
En réclamant la responsabilité de l'affaire, vous montriez un détachement, une largeur d'esprit qui me disposèrent en votre faveur. La sous-espèce humaine à laquelle vous avez le malheur d'appartenir est toujours demeurée au-dessous de mon horizon. Votre réponse vous fit passer au-dessus. Vous émergeâtes dans mon estime. C'est pourquoi je vous demandais de retourner avec moi et pourquoi j'eus envie de faire avec vous plus ample connaissance. Veuillez jeter votre cendre dans le petit plateau japonais, sur la table de bambou à votre gauche. Il proféra ce discours du ton d'un professeur qui harangue toute une classe. Il avait manœuvré son siège mobile de façon à m'affronter, et je le regardais pantelant comme une gigantesque grenouille, la tête renversée, les yeux voilés à demi par les paupières dédaigneuses. Brusquement, il se tourna de côté. Je ne vis plus de lui qu'une chevelure en désordre, l'aile rouge d'une oreille et le va-et-vient d'un bras dans le fouillis des papiers sur la table. Quand de nouveau il me fit face, il tenait un objet qui avait l'air d'un album de croquis en très mauvais état. « Je vais, dit-il, vous parler de l'Amérique du Sud. Ah, je vous en prie, pas d'observation. Et convenons avant tout de ceci, que rien de ce que vous allez entendre ne recevra une publicité quelconque sans mon autorisation expresse, laquelle, selon toute apparence, ne vous sera jamais donnée. C'est clair ? C'est dur. J'estime qu'une relation judicieuse, il remit l'album sur la table. Voilà qui clôt l'entretien. Bonjour. Mais non, me récriai-je, mais non. Bon, j'accepte vos conditions, puisqu'aussi bien je n'ai pas le choix, il me semble. Vous ne l'avez pas le moins du monde. Alors je promets. Parole d'honneur, parole. Il me regarda, et je lus dans son regard un doute qui me faisait injure. Mais la valeur de votre parole, qu'est-ce qui me la garantit après tout ? En vérité, monsieur, éclatai-je, vous passez les bornes. Jamais encore on ne m'avait traité ainsi. Mon indignation l'embarrassa moins qu'elle ne l'intéressa. Tête ronde, murmura-t-il, brachycéphale, yeux gris, cheveux noirs, une pointe de négroïde. Celte, je présume. Je suis irlandais, monsieur. Irlandais d'Irlande ? Oui, monsieur. Tout s'explique. Voyons, vous me promettez de garder pour vous ma confidence ? Elle sera d'ailleurs fort incomplète, je m'en tiendrai à quelques indications. En premier lieu, vous devez savoir qu'il y a 2 ans, je fis, dans l'Amérique du Sud, un voyage appelé à rester classique devant la science. Je me proposais de vérifier certaines conclusions de Wallace et de Bates, ce qui ne m'était possible qu'en observant les faits rapportés par eux, dans des conditions identiques à celles où ils les avaient observées eux-mêmes. N'eût-elle pas eu d'autres conséquences, mon expédition eût déjà mérité l'attention. Mais il m'arriva là-bas un incident qui ouvrit une direction nouvelle à mes recherches. Vous savez, ou, chose plus vraisemblable, par ce temps de demi-éducation, vous ignorez que certaines régions du bassin de l'Amazone ont encore partiellement échappé à l'explorateur, et que l'immense fleuve reçoit des quantités d'affluents dont certains n'ont jamais figuré sur la carte. Je visitais cet arrière-pays, peu connu. J'en étudiai la faune, et elle me fournit les matériaux de plusieurs chapitres pour le monumental ouvrage de zoologie qui sera la consécration de ma carrière. Je m'en revenais, ayant accompli ma tâche, quand j'eus l'occasion de passer la nuit dans un petit village indien, à un endroit où l'un des tributaires de l'Amazone, dont je n'ai à préciser ni le nom ni le cours, se jette dans le fleuve. Les naturels appartenaient à cette race des Indiens Kukaana, mais aussi accueillants que dégénérés, dont les facultés mentales dépassent à peine celles du londonien authentique. Quelques guérisons opérées, chemin faisant, le long du fleuve m'avaient gagné leur considération, et je ne m'étonnais donc pas d'apprendre, à mon retour, qu'ils m'attendaient avec impatience. Comprenant à leur signe qu'il s'agissait d'un cas urgent, je suivis leur chef jusqu'à l'une des cases. Lorsque j'y entrai, le malade venait de mourir. Je constatai avec surprise que ce n'était pas un Indien, mais un blanc, même un blanc des plus blancs, car il avait des cheveux filasses et présentait toutes les caractéristiques de l'albinos. Ses vêtements en loques, son effrayante maigreur trahissaient de longues misères. Les d'indigènes ne le connaissaient pas. Ils l'avaient vu se traîner à travers les bois et arriver au village, seul, dans un état d'épuisement absolu.
Son havresac gisait près de sa couche. J'eus la curiosité de l'examiner. À l'intérieur, une petite bande de toile portait son nom et son adresse. Maple White, Lake Avenue, Détroit, Michigan. Monsieur, l'on me verra toujours prêt à me découvrir devant ce nom de Maple White. Je n'exagère pas en disant qu'il égalera le mien quand la gloire fera équitablement entre nous le départ des titres. Un artiste et un poète, tous les deux en quête de sujet, tel était sûrement l'inconnu. Ainsi que je pus m'en convaincre à l'examen de son bagage. Il y avait là des fragments de poèmes, et sans faire profession de critique, j'avoue qu'ils me parurent dénués de mérite. Il s'y trouvait aussi des peintures médiocres représentant des paysages de rivière. Enfin, une boîte de couleurs, une boîte de pastels, quelques pinceaux, cet os recourbé que vous voyez sur mon écritoire. Un volume des vers et papillons de Baxter, un revolver de pacotille et quelques cartouches. Comme effet personnel, ou cet étrange bohémien ne possédait rien, ou il avait tout perdu dans son voyage. J'allais m'éloigner quand, d'une poche de son veston en lambeaux, je crus voir sortir quelque chose. C'était l'album que voici, déjà aussi peu présentable. On ne saurait, je vous assure, avoir plus de soins respectueux pour une édition princeps de Shakespeare que je n'en ai, moi, pour cette relique, depuis qu'un hasard l'a mise dans mes mains. Je vous demande, monsieur, de prendre un instant ces pages, de les feuilleter, de les examiner une à une. Et, s'étant offert un cigare, Challenger se pencha, farouchement attentif à l'impression qu'allait produire sur moi le document. J'ouvris le volume, un peu dans l'attente d'une révélation, sans imaginer d'ailleurs de quelle espèce elle pourrait être. La première page me désappointa. Elle ne contenait que le portrait d'un gros homme en vareuse avec cette légende « Jimmy Colver sur le paquebot Post ». Des croquis d'Indiens, des scènes indiennes remplissaient ensuite plusieurs pages. Puis venait le portrait d'un jovial et corpulent ecclésiastique, en chapeau à large bord, assis en face d'un Européen très maigre. « Déjeuner avec Fra Cristofero à Rosario », disait la légende. Après cela, des études de femmes et d'enfants, une série ininterrompue de dessins d'animaux, avec des légendes telles que Ménates sur banc de sable, tortues et leurs œufs, ajoutis noirs sous un palmier myriti, et le destin représentait un animal assez semblable au cochon domestique. Enfin, 2 pages où l'on voyait d'affreux sauriens à long museau. « Des crocodiles, n'est-ce pas » demandai-je. « Des alligators, monsieur, des alligators. Il n'y a pas de véritables crocodiles en Amérique du Sud. On distingue les uns des autres. Je veux dire que je n'aperçois rien de singulier là-dedans, rien qui justifie votre enthousiasme. » Il sourit d'un air candide. « Tournez la page. » Mais je n'arrivais pas à comprendre. Je voyais une sorte de pochade, une de ces larges ébauches par quoi les peintres de plein air préparent souvent le paysage définitif. Des masses vert pâle de végétation péniforme partaient de l'avant-plan pour s'élever jusqu'à une ligne de falaises rouges sombres, bizarrement cannelées, dont l'aspect me rappelait certaines formations basaltiques. Et la muraille ininterrompue de ces falaises, frangée d'une mince ligne de verdure, barrait l'horizon. À un certain endroit se dressait un roc pyramidal, empanaché d'un grand arbre et qui semblait séparé de la roche principale par une crevasse. Sur tout cela s'étendait le ciel bleu des tropiques. « Eh bien » demanda Challenger. « Eh bien, je crois que voilà une curieuse formation, mais je me connais trop peu en géologie pour me permettre de la juger extraordinaire. »« Extraordinaire ? Dites unique ? Dites incroyable ? Qui jamais eût rêvé cela ? Mais tournez !» Je tournais encore et je m'exclamais. Songe d'opiomane, vision de cerveau en délire, j'avais sous les yeux la bête la plus fantastique. Tête d'oiseau de proie, corps de lézard ventru, longue queue hérissée de piquants, échine courbe surmontée d'une haute dentelure, ou plus exactement d'une 12aine de crêtes comme celles des coqs, plantées à la file. Devant l'animal se tenait une sorte de fantôme ou de nain à forme humaine qui le contemplait ébahi. « Eh bien, qu'en pensez-vous » s'écria le professeur en se frottant les mains. « Que c'est monstrueux, grotesque ! Comment donc, à votre avis, le peintre a-t-il pu figurer une pareille bête ? Sous l'influence du gin, peut-être.
Vous ne trouvez rien de mieux comme explication? Vous, monsieur, en avez-vous une autre? Moi, j'estime que cette bête existe et que l'artiste l'a dessinée d'après nature. J'aurais pouffé, n'eût été la crainte salutaire d'une nouvelle culbute dans le corridor. Sans doute, fis-je comme on donne raison à un fou. Je confesse pourtant, ajoutai-je, que ce minuscule personnage m'intrigue. Si c'était un Indien, il attesterait, à la rigueur, l'existence d'une race pygmée en Amérique. Mais on dirait un Européen en chapeau de planteur. Le professeur renifla comme un buffle en colère. Admirable, dit-il, vraiment, en fait de paralysie cérébrale, d'inertie mentale, vous touchez à la limite, vous élargissez le champ du possible. Admirable. À quoi bon se fâcher? Avec un être aussi absurde, il eût fallu s'épuiser en fâcherie. J'eus un sourire de lassitude. Cet homme, dis-je, me semblait bien petit. Regardez par ici, cria-t-il penché sur la peinture, la sabrant d'un gros doigt rond et velu. Voyez-vous derrière l'animal cette plante? Vous la preniez pour un pissenlit, je suppose, ou pour un chou de Bruxelles? Eh bien, c'est un arbre, le phytéléphas, ou palmier à ivoire, susceptible de croître à la hauteur de 50 ou 60 pieds. Ne comprenez-vous pas ce que ce personnage à cette place a une raison d'être? Dans la réalité, l'artiste placé devant la bête n'y fut pas resté vivant pour la peindre. S'il s'y est représenté lui-même, c'est pour l'échelle. Mettons qu'il mesurât un peu plus de 5 pieds de haut. L'arbre a 10 fois cette taille, ce qui donne bien la proportion. « Juste ciel !» m'écriai-je. « Vous pensez donc que cet animal… » Mais alors, la gare de Charing Cross lui suffirait à peine comme niche. Toute exagération à part, il est incontestable que voilà un spécimen bienvenu, dit le professeur avec complaisance. Mais, objectai-je après avoir tourné les dernières feuilles et m'être assuré qu'il ne restait plus rien dans l'album, vous n'allez pas, vous, un savant, faire table rase de toute la connaissance humaine sur la foi d'une esquisse trouvée dans le bagage d'un aventurier américain, et peut-être due au hashish, à la fièvre ou simplement au caprice d'une imagination déréglée. Pour toute réponse, le professeur prit un livre sur un rayon. L'excellente monographie que voici, œuvre d'un homme de grand mérite, mon ami Ray Lancaster, contient une planche qui doit vous intéresser. Là. Tenez, j'y suis. Elle a pour légende « Aspect probable du stégosaure dinosaurien jurassique ». À elle seule, la patte de derrière mesure 2 fois la taille d'un homme adulte. Qu'en dites-vous? Il me tendit le livre. J'écarquillai les yeux en regardant l'image. Cette reconstitution d'un monstre préhistorique offrait une extrême ressemblance avec l'esquisse de l'artiste inconnu. « C'est évidemment très curieux, dis-je. N'admettez-vous pas que c'est concluant? Il peut n'y avoir là qu'une coïncidence. Votre Américain aura vu quelque image de ce genre qui l'aura frappé et qui, plus tard, lui sera revenu dans le délire. » Parfait, dit le professeur avec indulgence. N'en parlons plus. Mais veuillez regarder cet os. Je regardai. L'os qu'il me présentait, long d'environ 6 pouces, large d'environ 2 doigts, et gardant encore à l'une de ses extrémités quelques fragments desséchés de cartilage, était le même qu'il m'avait signalé comme faisant partie des biens du mort. « À quel animal connu attribuez-vous cet os ?» demanda-t-il. Je tâchai de rappeler à moi quelques notions fort lointaines. « On dirait une très grosse clavicule humaine, hasardai-je. » Le professeur fit un geste de mépris et d'adjuration. « La clavicule humaine est courbe, cet os est droit, et il est creusé d'une rainure dans laquelle a dû jouer un tendon. Rien de commun avec la clavicule. Bon, alors j'avoue mon ignorance. » Inutile d'en rougir, toute la presse de South Kensington n'en sait pas plus que vous. Il tira d'une petite boîte un osselet gros comme une fève. Autant que je puisse croire, cet osselet, qui est d'un homme, correspond à l'os que vous tenez, et qui est d'une bête. Évaluez là-dessus la dimension de la bête, et prenez garde que l'os n'est pas un os fossile, mais un os récemment dépouillé, à l'épreuve des fragments de cartilage qui y adhèrent encore. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, mais qu'un éléphant... Il eut un sursaut de révolte. Parler d'éléphant à propos de l'Amérique du Sud? Même en ce siècle de primaire. Alors, dis-je, quelque grand animal de là-bas, un tapir, par exemple. Vous admettrez, jeune homme, que je possède à fond les éléments du problème. Cet os ne saurait provenir, sachez-le, ni d'un tapir, ni d'aucun animal classé en zoologie. Il provient d'un animal très féroce qui existe quelque part sur la Terre, mais que pour le moment la science n'a pu inventorier. Êtes-vous toujours sceptique? Je suis du moins profondément intéressé. À la bonne heure! Il y a un peu d'espoir dans votre cas. Au fond de vous, la raison veille. Nous allons lentement, patiemment, essayer d'arriver jusqu'à elle. Je laisse mon artiste américain et poursuis mon récit. Vous entendez bien que je ne pouvais abandonner l'Amazone sans avoir approfondi ma découverte. On savait à peu près de quelle direction était venu le mort. Des légendes indiennes auraient suffi à me guider, car une tradition commune à toutes les tribus riveraines attestait l'existence d'un pays étrange. Vous avez sans doute entendu parler de Curupiri. Jamais. Curupiri, c'est l'esprit des bois, un être malfaisant, terrible, et qu'il faut éviter. Nul ne sait au juste sa forme ni sa nature, mais rien qu'à l'entendre nommer, on tremble d'un bout à l'autre de l'Amazone. Les tribus s'accordent toutes à placer dans la même direction le séjour de Curupiri. Cette direction étant celle d'où arrivait l'Américain. Il y avait par là un redoutable mystère. Je me devais de l'éclaircir. Que fîtes-vous? J'avais rabattu de mon assurance. Cet homme massif imposait l'attention et le respect. Je sus vaincre la répugnance des indigènes, répugnance si grande qu'elle va jusqu'à leur fermer la bouche. Et par la persuasion, par des cadeaux judicieux, en y ajoutant parfois, je le concède, la menace du recours à la force, j'obtins que 2 d'entre eux me servissent de guide. Après des aventures sur lesquelles je passe, au cours d'un trajet plus ou moins long, dans une direction que je n'ai pas à faire connaître, nous abordâmes enfin une région qui jamais n'a été décrite, ni d'ailleurs jamais été visitée, que par mon infortuné prédécesseur. Ayez l'obligeance de jeter un coup d'œil sur ceci. Challenger me montrait une photographie de format 10x16. L'aspect défectueux de cette épreuve tient à ce qu'en descendant la rivière, notre bateau chavira et la caisse contenant les films non développés se brisa. La plupart des films furent gâtés. Je subis de ce fait une perte irréparable, presque un désastre. Cependant, je sauvai partiellement quelques photographies, celle-ci entre autres. Et vous voudrez bien accepter cette explication de l'état dans lequel je vous la présente. On a parlé de maquillage, je ne me sens pas en hauteur, en humeur, de discuter une pareille allégation. La photographie très décolorée avait de plus un flou qu'une critique mal intentionnée pouvait interpréter à sa guise. Elle représentait un morne et terne paysage où je discernais, en l'examinant bien, une plaine étageant de ses arbres jusqu'à une ligne de haute falaise qui donnait exactement l'impression d'une immense cataracte vue à distance. L'endroit me paraît le même que dans l'esquisse de Mapplewhite. C'est en effet le même. J'y découvris des traces du campement de l'artiste. Regardez ceci maintenant. C'était le même paysage encore, vu de plus près. La photographie, bien que très mauvaise, laissait nettement se détacher sur la masse principale l'aiguille rocheuse couronnée de son arbre. « Décidément, je ne doute plus, dis-je. »« Oh, tant de gagné !» répondit Challenger. « Nous avançons, n'est-ce pas ? Faites-moi le plaisir d'examiner cette aiguille rocheuse. N'y remarquez-vous rien ? Un grand arbre. Et sur l'arbre, un grand oiseau. » Il me tendit une loupe. « Oui, dis-je, l'œil collé au verre. Il y a sur l'arbre un grand oiseau à bec très long dans le genre d'un pélican. Compliment pour votre clairvoyance, mais ce n'est pas un pélican, ni un oiseau du reste. C'est un animal dont vous saurez peut-être, avec intérêt, que je réussis à tuer le pareil. Grâce à quoi je rapportais une preuve unique, sans doute, mais absolue de mes découvertes. Vous l'avez donc ?
Je l'aurais si, par malheur, ce magnifique spécimen n'avait subi le sort de mes photographies et péri dans mon naufrage. Je parvins à le saisir comme il allait disparaître dans les tourbillons des rapides, et il m'en resta dans la main un fragment d'aile. Quand le flot me déposa inanimé sur la berge, je tenais encore dans mes doigts le misérable débris que je place devant vous. Il sortit d'un tiroir un os courbe, long de 2 pieds pour le moins, et d'où pendait une membrane. Je pensais que cela pouvait être la partie supérieure de l'aile d'une monstrueuse chauve-souris, et je le dis au professeur. « Ah, allons donc » fit-il d'un ton de réprimande. Je vis dans cette sphère où je n'aurais jamais soupçonné que l'on connût si peu les premiers principes de la zoologie. Comment ignorez-vous cette élémentaire vérité d'anatomie comparée que l'aile de l'oiseau constitue un avant-bras, au lieu que celle de la chauve-souris se compose de 3 doigts espacés entre eux et reliés par des membranes. Dans le cas qui nous occupe, l'os n'a certainement rien d'un avant-bras et ne saurait provenir d'un oiseau. Vous observerez d'autre part qu'il ne saurait provenir d'une chauve-souris, puisqu'il est seul et pourvu d'une seule membrane. Si donc il ne provient ni d'un oiseau ni d'une chauve-souris, quelle est sa provenance ? J'avais épuisé mon petit stock de connaissances. « Je ne sais pas, » dis-je. Il ouvrit le volume auquel il s'était déjà référé, et, me montrant une planche, « Le monstre ailé que voici représente le dimorphodon, ou ptérodactyle, reptile volant de la période jurassique. Tournez la page et vous trouverez un dessin du mécanisme de son aile, et comparez avec le fragment que vous tenez. » Un coup d'œil me suffit. La surprise entraîna la conviction. Je cédai à la concordance des preuves. L'esquisse de Mapplewhite, les photographies, le récit, le fragment d'aile, tout cela formait une démonstration complète. Je le dis à Challenger. Je le lui dis avec chaleur parce que je sentais qu'on se conduisait mal envers cet homme. Il se renversa sur sa chaise et, les paupières basses, un sourire indulgent au bord des lèvres, il sembla prendre un bain de soleil. « Vous venez de me révéler des choses inouïes !» m'écriai-je avec un enthousiasme de journaliste où la science n'entrait que pour une faible part. « C'est colossal ! Moderne Christophe Colomb, vous avez retrouvé un monde perdu. Si j'ai montré quelques doutes, je le regrette. Je sais du moins, et peut-on me demander plus, reconnaître quand elle se produit l'évidence. » Le professeur eut un ronron satisfait. « Mais ensuite, monsieur, continuai-je, que fîtes-vous ensuite ?» La saison humide était venue, et mes provisions touchaient à leur fin, monsieur Malone. Je longeai un certain temps le gigantesque mur, cherchant sans le découvrir un point d'escalade. Le roc pyramidal en dessous duquel j'aperçus et tirait la ptérodactyle était plus accessible. D'ailleurs, les rocs me connaissent, et je gravis celui-là. Du sommet, j'embrassais nettement le plateau sur les falaises. Il semblait très étendu, à l'est comme à l'ouest. Il allongeait indéfiniment des perspectives de verdure. En bas, une région de marais et de broussailles, hantée par les serpents, les sectes et la fièvre, fait une barrière de défense naturelle à ce singulier pays. Le ptérodactyle fut-il pour vous la seule forme sous laquelle la vie s'y manifesta ? La seule, monsieur. Mais durant la semaine où nous restâmes campés sous la falaise, nous entendîmes au sommet des bruits très étranges. Et l'animal dessiné par Mapplewhite ? Mapplewhite ne put le rencontrer que sur le plateau. Donc, il existe un chemin pour y atteindre. Et ce chemin est sans conteste très difficile, pour avoir empêché les animaux de descendre dans la région alentour. C'est clair, j'imagine. Mais l'existence même du plateau, comment l'expliquez-vous ? D'une seule façon et très simple. L'Amérique du Sud est, comme vous l'aurez peut-être entendu dire, un continent granitique. À l'endroit qui nous intéresse, un immense et brusque soulèvement volcanique a dû se produire en des temps très reculés. Ces falaises sont de basalte et, par conséquent, de formation ignée. Une superficie de terrain aussi vaste que le Sussex, par exemple, aura été soulevée en bloc, avec tout ce qu'elle contenait de vivant, et coupée du reste du continent par des précipices perpendiculaires. La dureté des parois les rendant inattaquables, il en résulte que sur le plateau, les lois ordinaires de la vie sont suspendues. Les différentes influences, qui régissent ailleurs la lutte pour l'existence, sont ici neutralisées ou modifiées.
Des créatures y survivent qui, sans cela, disparaîtraient. Vous observerez que le ptérodactyle et le stégosaure appartiennent à la période jurassique, l'une des plus anciennes dans l'ordre de la vie. Ils doivent à ces bizarres conditions accidentelles le fait de s'y être artificiellement conservés. Pourquoi, ayant des preuves si décisives, ne pas les soumettre aux juges compétents ? J'y ai bien pensé, naïf que j'étais, fit le professeur avec amertume. Sachez seulement qu'au premier mot que je ne rencontrais partout que l'incrédulité, la sottise et l'envie. Je n'ai pas le goût des courbettes, monsieur, et je ne cherche pas à prouver quand on m'a mis en doute ma parole. Une fois me suffit pour m'ôter tout désir de produire des preuves aussi persuasives que celles que je possède. Quand des hommes comme vous, qui représentent la curiosité du public dans ce qu'elle a d'imbécile, venaient troubler ma retraite, je ne savais pas les recevoir avec une réserve digne. Je suis, j'en conviens, très vif de caractère, et pour peu qu'on m'y pousse enclin à la violence. Vous avez dû le remarquer. Je frottai l'œil en silence. Cela m'a valu bien des remontrances de ma femme, mais tout homme d'honneur s'en tirait comme moi. Ce soir, pourtant, je veux affirmer par un bel exemple le pouvoir de ma volonté sur les facultés émotives. Acceptez cette invitation. Et il me remit une carte prise sur la table. Comme vous le verrez, Mr. Percival Waldron, le naturaliste populaire, doit faire ce soir à 8h30 dans la grande salle de l'Institut zoologique une conférence sur les époques terrestres. On me demande de figurer sur l'estrade et de présenter une adresse de remerciement en l'honneur du conférencier. J'aurai soin d'émettre à cette occasion quelques remarques, d'ailleurs pleines de tact, mais susceptibles d'intéresser l'assistance et d'éveiller chez certains le désir d'aller un peu plus au cœur de la question. Rien d'offensif, vous m'entendez bien, de quoi indiquer simplement qu'elle garde des profondeurs inexplorées. Je me tiendrai fortement la bride. Ainsi verrai-je si, en me domptant moi-même, j'obtiens un meilleur résultat. Et puis-je venir ? Mais sans doute. Il montrait à présent une sorte d'enjouement énorme, d'épaisse cordialité, presque aussi impressionnante chez lui que la violence. Et ce fut une chose extraordinaire que le sourire de bienveillance qui arrondit tout d'un coup ses joues, comme deux pommes vermeilles, entre ses yeux mi-clos et sa grande barbe noire. De toute façon, venez, la présence d'un allié dans la salle, si désarmé et si parfaitement ignorant que je le sache, me soutiendra. Il y aura, je le présume, beaucoup de monde, car Waldron, tout charlatan qu'il est, a une clientèle considérable. Mais je vous ai donné plus de temps que je ne pensais, monsieur Malone. Nul n'a le droit de monopoliser ce qui appartient à tout le monde. Je vous verrai volontiers à la séance de ce soir. Quant aux renseignements que vous tenez de moi, il est entendu que vous n'en ferez aucun usage. Cependant, mon chef de service, Mr. McCardle, ne manquera pas de me questionner. Dites-lui ce qui vous passera par la tête, et notamment ceci, dont vous pouvez certifier l'évidence, que s'il m'envoie un autre de vos confrères, je reconduirai l'importun à coups de cravache. Mais je me fie à vous pour que rien de ce que je vous ai dit ne soit imprimé. Allons, à ce soir, 8h30, grande salle de l'Institut zoologique. Il me congédiait du geste, et j'emportais la vision d'un ballonnement de joues rouges entre une barbe bleue onduleuse et deux yeux intolérants.